Bonjour vous autres. Alors, on se retrouve en ce samedi 28 mars. Fin de PM, post-boulot, linge intérieur, un classique. Pour commencer une nouvelle semaine livresque. Donc, me voici, me voilà. La semaine prochaine va encore être, la semaine que j'entame avec vous, va sans doute encore être assez occupée côté boulot. Donc, j'ai encore aucune idée comment je vais insérer des périodes de tournage pour vous là-dedans. Mais bon, on verra bien. Je commence le vlog avec plusieurs choses. Tout d'abord, une lecture en cours qui est également un des changements que j'ai fait dans ma pièce à lire du mars au féminin. Comme j'en parlais dans le dernier vlog, j'ai fait énormément de changements dans ma pièce à lire parce que je me suis rendu compte que les livres que j'avais mis au départ, en partie en tout cas, au moins la moitié, c'était des livres qui n'étaient pas disponibles en livre audio. Et ben, je me rends compte maintenant que les pièces à lire que je me mets pour les défis littéraires, souvent, ça va être les livres que je me réserve pour les déplacements. Ben, pas je me réserve, là, les déplacements ou quand je cours ou quand je fais d'autres tâches. Et bien, c'est assez aidant quand ils sont en livre audio. Puis là, il y en avait plusieurs qui n'étaient pas là. Aussi, il y en avait certains qui me tentaient, mais qui me tentaient peut-être un peu moins finalement. Donc, j'ai fait beaucoup de changements. J'ai commencé par le premier que j'ai fait. J'avais un livre que j'avais mis pour un roman d'une autrice oubliée. J'avais mis Agnes Grey de d'Anne Brontë. Et je l'ai remplacé par Passing de Nella Larsen. Pardon. Donc, Passing de Nella Larsen. Dans une édition ici collector chez Macmillan Collectors Library. C'est un livre qui a été écrit, je vais m'aider un peu de la... Ouais. En fait, c'est paru en 1929. Et c'est un livre qui, pourquoi je dis autrice oubliée, c'est pas que Nella Larsen a été oubliée, c'est juste que plus tardivement dans sa vie, elle a malheureusement eu une situation où elle a été accusée de plagiat, pas pour ce livre-là. Elle a finalement été exonérée de cette accusation-là, mais ça a fait en sorte que les gens se sont vraiment détachés d'elle, alors que dans les années, quand c'est paru, ce livre-là est quand même assez majeur parce que ça relate, ça s'inspire, c'est ça que ça dit au départ, en partie de sa vie qu'elle a vécue dans les années 20 à Harlem, à New York. Et ça raconte l'histoire de personnes noires qui ont le teint très pâle, donc presque blanc finalement, et qui, à l'époque, en fait, étaient presque perçues comme des personnes blanches. On rappelle ici qu'on est dans les États-Unis des années 20, donc les États-Unis où la couleur de la peau, malheureusement, est encore une justification pour de la ségrégation et où c'est presque impensable, en fait, que quelqu'un, une personne noire, même encore, même dans ces années-là, qu'une personne noire va se marier avec une personne blanche et que tout se passe naturellement. Donc, c'est également un livre qui, comme ça traite particulièrement de ce qu'appelait à l'époque le passing, qui était, si j'ai bien compris, si jamais je suis dans le champ, vous me direz en commentaire, mais si j'ai bien compris, c'était quelque chose que certaines personnes noires qui avaient un teint super pâle faisaient pour essayer de se frayer un chemin dans la société, qui est une société qui était à l'époque intolérante et raciste, donc de se faire passer pour une personne blanche. Donc de ne pas mentionner ses origines afro-américaines ou peut-être d'autres origines aussi, peut-être que c'était Amérique centrale ou Amérique du Sud ou tout ça, mais peu importe. Donc de ne pas mentionner ses origines en lien avec la communauté noire aux États-Unis et de tout simplement poursuivre sa vie en disant, en mentionnant rien puis en prenant pour acquis qu'elle était une personne blanche. Et c'est quelque chose qui se faisait quand même relativement souvent, mais c'était pas sans risque, parce que bien évidemment qu'une fois qu'on bâtit sa vie sur un mensonge comme ça, qui est un gros mensonge, ça peut se retourner contre nous dans une société qui est intolérante comme ça, si jamais ça c'est. Le stress constant que les choses ne soient pas divulguées, particulièrement les naissances, parce que évidemment, si on est une femme qui se marie avec un homme blanc et qu'on est une femme issue de la communauté afro-américaine, et qu'on ne l'a pas dit, bien entendu que c'est possible que notre enfant soit un enfant qui a des traits qui sont liés en fait aux personnes noires. Ça peut être la couleur de la peau, mais ça peut être aussi des traits tout simplement du visage. Et c'est aussi un stress qui s'ajoutait aux personnes qui faisaient ça. Dans ce livre-là, on va suivre Irene Redfield, qui est une jeune femme qui mulâtre
pâle, mais mulâtre quand même, qui est mariée à un docteur, ben, un médecin, en fait, qui a beaucoup de succès et qui habite, en fait, à Harlem, donc à New York. Et on va la suivre quand elle va renouer avec une amie d'enfance, mais pas vraiment avec. Ça ne tente pas vraiment. C'est comme un peu. Ça ne tente pas, mais comme elle veut pas être impolie, fait qu'elle va renouer avec elle. Cette amie-là s'appelle Claire Kendry. Et Claire, c'est une femme qui était encore plus pâle que Irene et qui, elle, a décidé de faire le passing, donc de devenir aux yeux de la société une personne blanche, en fait, tout simplement. Et elle s'est mariée avec un homme blanc américain ultra raciste, ultra intolérant, qui la surnomme même avec une abréviation du mot en N. Et d'ailleurs, dans ces livres, il y en a beaucoup, bien évidemment, ça parle de cette situation-là qui était le passing, qui, bien entendu, s'il y avait une société américaine ouverte aux différentes origines, peu importe, ça n'aurait pas été nécessaire, hein, n'est-ce pas? Donc, on est encore dans ce monde-là où le mot N est utilisé fréquemment pour la discrimination et tout ça. Donc, bref, on va les suivre les deux. Puis c'est vraiment un récit où on voit Irene qui réalise que son amie d'enfance a fait ça, son introspection par rapport à ça, qu'est-ce qu'elle pense de ce principe-là du passing. C'est comme si elle comprend que socialement, certaines vont le faire ou certains vont le faire. Mais en même temps, elle est ultra consciente de ce que ça implique de toute sa vie ne pas être la personne qu'on sait qu'on est. Et de vivre toute la vie dans un mensonge. D'autant plus que là, cette fameuse Claire-là, elle s'est mariée avec, on va se dire, un gros connard. Donc, on va l'avoir évolué là-dedans. C'est super intéressant, vraiment bien écrit jusqu'à maintenant. Je l'écoute en version audio. Je vous remettrai c'est quoi en dessous de la vignette, je vous mettrai c'est qui la narratrice, mais elle est vraiment excellente. J'aime beaucoup ça. J'avais une appréhension, je ne savais pas à quoi m'attendre en fait. Puis finalement, je m'attendais, je sais pas, j'avais peur d'être peut-être que l'écriture soit une écriture qui me permet pas d'en faire partie, de faire partie de cette réflexion-là. Je ne savais pas si ça serait typiquement années 20, si c'est super fluide, vraiment intéressant. Ça confronte bien évidemment à la bêtise humaine de cette époque-là et particulièrement malheureusement à des personnes blanches de cette époque-là. Et on sait que c'est pas encore vraiment résolu. Donc, très bonne lecture en cours, donc ceci, et qui remplace une lecture que j'avais dans mon masseau féminin. Après, les autres changements que j'avais faits, en termes de biographie, j'avais mis, je me souviens plus qu'est-ce que j'avais mis. Qu'est-ce que j'avais mis, initialement? Je regarderai ça, puis je vais vous mettre la vignette, parce que clairement, j'ai un blanc, parce que je suis fatiguée. Et je change cette biographie-là pour ceci, qui est un petit pli, donc dans la collection, l'édition, c'est Lorma, puis c'est vraiment des mini-collections, c'est des échanges épistolaires de personnes connues qui nous permettent d'avoir une espèce d'entrée dans une certaine facette de leur façon de penser, et dans ce cas-ci, c'est Virginia Woolf, donc tout ce que je vous dois. Et ben voilà, c'est ça, je voulais lire, non, c'est pas ça pendant tout. C'était ça? Qu'est-ce que j'avais mis que je mettais? Qu'est-ce que j'avais mis que je mettais? Je me souviens plus. Bref, ça serait ça ici, ma petite lecture, parce que là, on s'entend qu'on est le 28 mars, puis c'est dans 3 jours que ça se termine, fait qu'il faut quand même que je sois réaliste. Après, j'ai changé un livre qui aborde un sujet délicat, mais qui peut être un sujet engagé aussi. Puis là, encore une fois, j'ai un blanc sur ce que j'avais mis. Vraiment, décidément, je suis fatiguée. Fait que je vais vous mettre la vignette. Et je l'ai remplacé par vraiment plus qu'est-ce qui est de la non-fiction, tout simplement. Parce qu'il me semble que c'est de la fiction que j'avais mis dans mon souvenir. Donc, je vais mettre de la non-fiction. Et je ne sais pas encore ce que je vais lire. A priori, je me disais, je vais lire celui-ci, qui est un essai pour ados, un doc ado, de India Desjardins, donc qui s'intitule « À s'en arracher le cœur ». Et c'est un essai qui propose des réflexions sur les filles et l'amour dans la fiction par India Desjardins. Et c'est un essai avec quand même du contenu, mais avec aussi des illustrations. Donc, c'est vraiment fait pour justement être un peu plus abordable. Cela dit, il y a vraiment beaucoup de textes, donc je ne sais pas si de me précipiter pour le lire, est-ce que j'aurai le temps de le lire avant, quand même, je vais vous un peu la table des matières pour vous donner une idée. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire avant le 31, donc peut-être ça, ou
Sinon, il y a toujours cette fameuse collection-là, donc la collection Alt chez La Martinière. Et celui-ci que je me disais pourquoi pas. Donc, être féministe, pourquoi faire? De Camille Froidevaux-Métairie. J'espère que Camille, c'est une... Oui, c'est une fille. Parce que j'ai essayé de rester dans le masculin au féminin, mais je sais que Camille, c'est aussi un nom masculin, particulièrement en Europe. C'est une femme également. Donc, celui-ci, bon, le titre dit tout, dans le fond, c'est des petits essais, comme pour rappel, qui nous donnent envie qui nous permettent d'aborder un sujet avec des essais un peu coup de poing, qui sont soit par des gens qui sont spécialistes de ça ou par pas nécessairement. Puis c'est vraiment une entrée en matière par rapport au sujet. Et sinon, ce fameux essai-là dont j'avais entendu parler à la grande librairie, qui est de Laure Murat et qui s'intitule Toutes les époques sont dégueulasses. Donc, publié chez Verdier dans la collection Les Arts de lire. Et c'est une réflexion assez délicate sur la réécriture. Donc, dans l'époque contemporaine, on va réécrire des classiques. Puis là, on ne parle pas de réécriture avec un angle artistique, mais une réécriture avec un angle pour lisser, pour censurer, pour retirer des choses qui sont considérées maintenant comme déplacées, inappropriées, voire discriminantes de nos jours, mais qui à l'époque, lors de l'écriture, faisaient partie en fait du contexte. Donc, c'est une réflexion qu'elle a. Je trouve ça super intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'elle... Mais bref, ça se peut que je dise ça aussi. Donc, on verra. Et enfin, je devais me trouver un roman historique. Et celui-là, c'était le fameux Between the Acts. Between the Acts de Virginia Woolf. Et le livre que j'ai commencé à peu près 15 fois, puis que finalement, ça s'est pas passé. Et je vais le remplacer par autre chose. Mais au début, je m'étais dit, je vais mettre un autre classique que j'avais envie de lire depuis longtemps, qui est The Awakening de Kate Chapin, qui est encore une fois un écrit qui était assez controversé à l'époque quand c'est paru, parce que c'est l'histoire d'une femme qui va en fait s'émanciper. Je vais juste voir si j'avais ici la description. C'est l'histoire d'Edna Pontelier, une jeune femme, une jeune épouse et mère qui va décider va refuser de se laisser enfermer par sa vie de femme mariée et sa vie domestique et va réclamer pour elle-même, en fait, une liberté morale et érotique. Et ça va avoir des conséquences assez intenses pour elle. À l'époque, ça avait été complètement décrié. Donc, est-ce que je me rends là-dedans aussi après de Passing? Je ne sais pas si c'est quand même assez conséquent, mais j'ai quand même la version audio pour celui-là, donc pourquoi pas. Ce livre-là contient quand même d'autres histoires choisies. Mais bon, le livre principal, c'est vraiment The Awakening. Sinon, je me suis empruntée à la bibliothèque parce que je suis allée à la bibliothèque aussi. Donc là, on va passer dans notre book haul de bibliothèque parce que je suis comme ça. C'est un super long segment, mais bon, c'est comme ça. Je me suis pris aussi un autre livre à la bibliothèque dans cette optique-là. C'est un livre que je ne suis pas sûre d'avoir lu. Il me semble que j'ai déjà lu la 4e. Ça me tentait de le lire. Est-ce que je l'ai emprunté à un moment donné puis je ne l'ai pas lu? Je ne sais pas. Mais c'est ce petit opuscule-là de Cécile Gagnon, publié chez Lemiac. Donc, c'est Henri et moi, donc de Cécile Gagnon chez Lemiac Jeunesse. Et c'est un roman qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et on va suivre un jeune homme du Lac-Saint-Jean qui s'engage comme recrue. Mais que quand son meilleur ami va tomber au front, ça va ébranler vraiment toutes ses convictions morales, puis ça va le pousser à fuir l'armée et pour échapper en fait à tous ceux qui justement essayaient de retrouver les déserteurs, il va se cacher dans une caverne qui s'appelle le Trou de la Fée, donc il va vivre dans la forêt un peu à la Henry David Thoreau. C'est d'ailleurs le livre qu'il y a avec lui, Walden ou La vie dans les bois, donc je crois qu'il va y avoir un petit parallèle. C'est un minuscule livre qui se lit assez rapidement, 88 pages. Puis je trouvais que c'était de l'historique intéressant, québécois aussi. Donc non, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. Puis je me suis rendu compte que les romans historiques que j'ai dans ma bibliothèque, à part certains Virginia Woolf, la plupart sont écrits par des hommes. Donc, petite réflexion à faire ici. Voilà. Donc celui-ci fait partie du book haul de bibliothèque, mais pourrait faire partie de ma pioche à lire du Marceau féminin. Et évidemment, je suis allée à la bibliothèque aussi. J'ai pris le premier tome d'une série que j'avais vraiment envie d'essayer, qui est vraiment dans le divertissement. Là, on n'est vraiment pas dans quelque chose... c'est du historique, du mystère historique, mais on sent que c'est quand même dans la légèreté. Je sais que je vais bientôt avoir l'accès à la version audio par ma bibliothèque, mais bon, je voulais quand même l'avoir. Alors, c'est le premier tome de
d'une série qui est la série des Lily Adler Mysteries et ça s'intitule The Body in the Garden. Et c'est de Catherine Shellman. Et en fait, la raison pour laquelle je suis tombée dessus, c'est parce que le deuxième, ça mentionnait le nom de. C'est des genres de Library of, quelque chose comme ça. Puis j'étais comme, ouh, Library. Tu sais, moi, je suis vraiment comme ça, là. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça se passe à Londres en 1815. On va retrouver Lily Adler, qui est fraîchement veuve et qui va en fait revenir dans la société, mais une société qui accepte pas particulièrement les femmes indépendantes. Et elle va pourtant être déterminée à se créer une vie qui a du sens pour elle, mais et même sans mari. Donc, elle est veuve, mais elle n'a comme pas d'intention de se remarier nécessairement. Et c'est quelqu'un qui est assez familière avec l'élite de la société londonienne et alors qu'elle va aller à un bal qui est organisé par une de ses anciennes amies, une de ses plus vieilles amies, Lady Walter, elle va s'attendre à ce qu'il y ait, bon, ben, évidemment, des potins, du glitter et tout ça, mais malheureusement, il va aussi avoir un corps, donc une mort. Et ben, visiblement, elle va se retrouver potentiellement impliquée dans cette situation-là, où est-ce qu'elle va devoir mener l'enquête. Je sens que j'essaye de me dire que ça se peut que ce soit bon, ça me tente. J'ai vraiment été accrochée par la couverture, puis par le fait que la quatrième de couverture du deuxième faisait mention d'une bibliothèque. Mais je me suis dit pourquoi pas. Donc, allons-y. Celui-ci. Et ensuite, j'ai également été chercher, et c'était pour ça que je l'ai à la bibliothèque, parce que je l'ai réservé, parce que c'est enfin rendu au Québec et dans les bibliothèques, l'adaptation en roman graphique de La Passe-Miroir. Donc, La Passe-Miroir de Christelle Dabos, qui est adaptée en roman graphique ici, donc le tome 1, Les Fiancées de l'hiver, qui est adapté par Vanida, donc une créatrice de bande dessinée. Il y a eu juste des bons retours sur cette adaptation-là. J'ai trop hâte de lire. C'est quand même quelque chose qui est un objet livre qui a demandé énormément de travail et donc il y a un coût en conséquence. C'est dans les 50$ au Québec. Donc, je me disais, je vais au moins le lire pour voir si ça m'intéresse assez pour l'avoir à la maison. Je vais donner un petit coup d'œil peut-être des huiles. Ça. J'essaie de voir si ça va divulgacher, là, mais... Il y a quand même beaucoup de textes, évidemment. C'est quand même une bonne brique, le premier tome. Je me l'étais acheté d'ailleurs. On sent vraiment qu'il y a eu un gros travail. Je pense que dès la première page, on est vraiment dans exactement comment je pense qu'on pouvait imaginer le début de La Passe-Miroir. Donc, c'est littéralement quelqu'un qui passe à travers les miroirs. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'étais allée et il pèse une tonne. Je l'apportais à la bibliothèque, j'allais me promener, puis je passais dans les rayonnages, puis en fait j'avais juste comme le bras qui s'étirait jusqu'à terre, donc voilà. Alors voilà pour mon book haul de bibliothèque et ma réorganisation. Ma réorganisation de ma pièce à lire du Mars au féminin pour les 4 derniers jours, ou les 3 derniers jours, parce que j'ai vraiment espoir de tout réussir à lire ça. Alors, ben voilà, après ce super long segment, allez, on poursuit ça, ce vlog-là qui est déjà bien entamé.
Bonjour! Alors, on est le dimanche 29 mars et on se retrouve encore une fois en fin de journée parce que j'ai fait un petit peu de route aujourd'hui pour aller chercher des trucs en librairie. Donc, ça va être vraiment le vlog des book hauls. Voilà, c'est comme ça. Il y en a un qui c'est de bibliothèque. Celui-là, c'est c'est normal, c'est le printemps, il y avait des sorties que j'attendais. Mais surtout, j'ai terminé l'écoute de ce roman coup de poing vraiment qui est Passing de Nella Larsen, publié ici chez Macmillan Collectors Library. Moi, je l'écoute, en fait, je l'ai écouté en livre audio et je vous remettrai la narratrice qui était excellente. Quel coup au cœur, ce roman-là. C'est impressionnant. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup parce que c'est vraiment un roman qui, premièrement, bon, c'est un roman qui a plusieurs choses intéressantes à part le fait que c'est vraiment un roman qui ne peut pas vraiment laisser indifférent. Bien entendu, son sujet est intéressant. J'ai déjà parlé un peu de ce que ça aborde comme réalité, qui était la réalité de l'époque, le passing. Mais c'est aussi quand même l'histoire de deux femmes qui ont été amies dans l'enfance et qui finalement ont des vies vraiment différentes maintenant et qu'une des deux veut absolument reprendre contact avec l'autre. Avec tout ce que ça implique en étant adulte, des fois le retour d'amis d'enfance dans notre vie. Et dans ce cas-ci, comme les deux personnes concernées, donc Irene et Claire, ont vraiment des visions des choses très différentes. Donc, une qui a fait le passing, l'autre pas. Une qui a toujours fait ses choix en fonction en fonction de faire en sorte d'obtenir ce qu'elle voulait à tout prix. L'autre qui a toujours fait en sorte de faire ses choix en fonction de, oui, bien sûr, avoir une vie qui lui convient, mais que ses proches, ses êtres aimés soient bien. Et bien, évidemment que ça ne peut que faire un clash. Donc, je pensais qu'on allait avoir vraiment quelque chose qui est centré sur le passing, mais finalement, plus ça évolue, puis plus on va se plonger dans la perception de la situation de Irene. On a vraiment son seul point de vue à elle. Donc, ça aussi, c'est une originalité de structure que je trouve super intéressante. Même dans les conversations téléphoniques, on a toujours juste l'interlocuteur qu'on entend. Si on est du point de vue d'Irene, on n'aura pas la retranscription d'une conversation comme on a absolument dans les narrateurs omniscients. Donc ça, j'ai trouvé ça super original pour l'époque surtout. Donc, on a sa perception des choses. Donc, bien entendu, c'est aussi un personnage qui, d'emblée, on a tendance à un peu... la manière dont c'est présenté, on a tendance à moins comprendre vraiment les décisions de la personne de Claire, en fait, qui a fait le passing par rapport aux décisions d'Irene. Plus ça va, plus la réalité d'Irene, on sent qu'elle est fragile puis que ça craquelle. Et on sent qu'elle en est consciente. On sent que elle en prend en partie une part de responsabilité. Puis éventuellement, ça va vraiment prendre des proportions, ça va vraiment exploser dans tous les sens. Et ça va montrer, en fait, la part d'ombre de l'humain chez la plupart des personnages principaux impliqués. C'est tout ce que je peux vous dire. D'ailleurs, en français, la traduction, c'est clair-obscur. Donc, c'est un jeu de mots, puis je pense que ça va beaucoup avec ce que je vous dis par rapport à la part d'ombre que chacun porte en lui. Et c'est drôle, je pense que passing, peut-être, ça se traduisait pas nécessairement, mais je trouve ça intéressant qu'en français, il ait choisi ce titre-là. C'est hyper bien écrit. C'est super bien écrit. C'est humain, on a l'impression de respirer avec le personnage qui nous fait la narration. C'est un roman qui va nécessairement interpeller le lecteur, donc il va un peu pousser indirectement le lecteur à un peu prendre position. Ça démontre des réalités dures. En même temps, ça démontre vraiment l'impact que ça peut avoir, l'impact que cet état de fait de société à l'époque, puis malheureusement encore maintenant, a pu avoir sur les populations, puis sur des êtres humains qui n'ont pas choisi d'être stigmatisés comme ça, qui vont prendre des décisions en fonction de ce que tout le monde pourrait avoir à prendre comme décision comme humain dans la société en général, mais qui vont toujours avoir une couche de plus. Ça interroge aussi l'appartenance, le sentiment d'appartenance, mais plutôt dans le sens d'un sentiment d'appartenance forcé par la société, bien sûr, mais aussi par peu importe
quelles sont les décisions que les gens vont avoir prises. Quelqu'un qui appartient à la communauté afro-américaine, je parle de ce qui est proposé là-dedans dans ce livre-là, va toujours, on dirait, se sentir interpellé par il faut qu'on survive, on ne peut pas se laisser abattre, on ne peut pas laisser quelqu'un qui fait partie de notre communauté sombrer pour différentes raisons, même si au bout du compte, la raison pour laquelle la personne pourrait potentiellement sombrer, c'est en raison de ses décisions à elle, qu'elle a prises sans égard à la communauté à laquelle elle appartient. Super intéressant cette notion-là de sentiment d'appartenance forcé, mais en même temps, c'est comme une histoire d'amour-haine avec ce sentiment d'appartenance-là. Il est comme important, surtout dans une société qui oppresse, mais en même temps, ça fait comme si on était juste défini par ça. C'est l'histoire vraiment de deux femmes qui ont une qui a décidé de ne pas être définie par ça, puis l'autre qui a décidé de s'ancrer là-dedans. Puis de comment ça va faire en sorte qu'au bout du compte, ils vont prendre des décisions, vont faire évoluer les choses en pensant peut-être s'éloigner de leurs objectifs premiers, mais finalement, ça ne sera pas nécessairement toujours possible. Donc, comme je vous dis, écriture super fluide, vraiment simple. On a vraiment l'impression que Irene nous raconte l'histoire, qu'elle est là, puis on est assise avec elle, puis elle nous parle. Super. C'est divisé en 3 parties, je pense. Donc, la première rencontre que va avoir Irene avec Claire à l'âge adulte, puis après ça, la re-rencontre, la seconde rencontre, puis après ça, quand c'est un petit peu all hell break loose. J'essaie de voir si c'est une table des matières, mais je pense pas. Donc voilà, donc la structure, je suis admirative des choix qui ont été faits au niveau de la structure narrative, des choix de narration, ce point de vue unique-là qui est intéressant parce que à la fois ça nous attire dans une certaine perception de la situation avec laquelle on se sent confortable, mais en même temps, ça nous attire aussi dans tous les questionnements qu'il peut y avoir. Ça nous fait douter en même temps que le personnage, puis même des fois avant ou après le personnage, puisque le personnage ne fait pas le chemin en entier nécessairement. Ah, c'est bien écrit. Je suis très heureuse d'avoir enfin lu ce livre-là. Il existe en français si vous voulez lire. J'ai aucune idée à quoi ça ressemble parce que là, dans ce cas-ci, ça se passe vraiment à Harlem, New York, dans les années 20. Donc, je ne sais pas à quel point la traduction va pas être un petit peu franchouillarde, peut-être trop franchouillarde pour son bien. Mais sinon, c'est pas très compliqué c'est pas de l'anglais si compliqué que ça. Puis la version audio est vraiment excellente. Donc, je dirais presque que c'est un coup de cœur. Je pense que oui, pas presque. Je pense que c'est un coup de cœur. C'est dur à dire parce que c'est quelque chose qui est plus un coup au cœur qu'un coup de cœur, mais en fait, c'est un coup au cœur et un coup de cœur parce que quelle plume, cette Nella Larson-là. Quelle plume inoubliable. Je suis encore soufflée. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais lire après, mais je suis encore soufflée. Une chance que finalement, j'ai fait ce petit changement-là dans ma pièce à lait parce que je m'enlignais pas pour le lire et quelle bonne idée. Autrice oubliée, comme je vous ai dit, j'ai mis en contexte pourquoi. C'est pas que ça n'a pas été une autrice qui était populaire, au contraire, mais étant donné que vers la fin de sa vie, il y a eu ces questionnements-là par rapport à une accusation de plagiat, c'est sûr que ça détruit quand même. Ça détruit pas mal les réputations ou les carrières, c'est sûr. Même dans le cas où, comme celui-là, en tout cas, il semble qu'elle ait été exonérée de la situation. Donc, bon, cela dit, sans égard à cette situation-là, ce livre-là demeure, à mon avis, quelque chose qu'il faut avoir lu absolument. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je suis allée chercher à la librairie? C'est la librairie Le Furteur, comme vous avez pu voir. Je suis allée chercher tout d'abord un livre de une collègue penseuse littéraire que j'ai lu avec délice en jeune adulte, dans sa série jeune adulte, donc qui était Petit meurtre entre amis. D'ailleurs, il y en a un nouveau qui va sortir sous peu, je pense, le 8 avril en librairie, il me semble. Donc, le nouveau tome, le tome 3. Trop hâte, d'ailleurs, je l'ai précommandé, donc il devrait arriver bientôt. Mais là, elle a décidé de se lancer. Elle avait fait aussi de la poésie ado à la collection unique. Et là, elle a décidé de se lancer dans un roman adulte qui, d'après ce que je comprends, reprend un peu d'une certaine façon une certaine thématique qui est abordée dans un des 2 romans uniques qu'elle a fait, de la collection unique qu'elle a fait. Et c'est celui-ci. Donc, c'est Nos sourires clignotants de Sophie Gagnon-Roberge. Elle est publiée cette fois-ci chez Édito, donc pour un roman adulte. Et je vis la 4e de couverture.
Partagée entre la Belgique et le Québec, entre sa vie de mère, son célibat et un travail créatif qu'elle adore, Simone jongle avec les différentes facettes de sa vie grâce à sa grande capacité à faire du déni. En effet, cette organisatrice d'expositions hors normes est incapable de faire face au deuil de son père, décédé 1 an plus tôt, et a choisi le silence plutôt que les souvenirs. Cependant, un appel vient bouleverser ce rythme frénétique. Obligée d'affronter son passé à un moment où son présent a tout autant besoin d'elle, Simone devra accepter d'être vulnérable pour traverser la tempête. Sans compter que la vie lui réserve d'autres surprises charmantes, mais déroutantes. Avec une plume sensible et drôle, l'autrice nous offre ici une histoire lumineuse sur la perte, la transmission, l'amour de l'art et les super pouvoirs des rapports affectifs. Hein? C'est tentant. Alors, à l'intérieur, assez aéré quand même. Assez aéré, mais pas trop de... pas des dialogues à toutes les pages. On a quand même des pages comme ça ici. Alors voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre-là. Je suis très heureuse de pouvoir l'avoir entre les mains. Alors, premier achat est celui pour lequel j'allais à la librairie Le Furteur, mais comme vous connaissez, quand je vais à la librairie, j'essaie quand même de soutenir. Et là, je me suis dit, allons-y. J'avais regardé quelques sorties poches, mais il n'y en avait pas tant que ça en ce moment qui m'interpellait. Il va y en avoir plus début avril parce que, entre autres, le nouveau Pierre Georges Polixi va sortir. Pas le nouveau. Il y a un nouveau Pierre Georges Polixi qui va sortir dans la série de Mara et Eva, je pense. Et comme ce nouveau-là va sortir, l'avant-dernier va sortir en format poche chez Galmeister, la collection Totem, et c'est Stella qui va sortir en format poche. Et je vais l'acheter immédiatement et le lire sans tarder parce que je me peux plus d'attendre. Alors, j'étais super sage, il était juste en grand format, j'ai attendu, je m'étais dit c'est correct, mais bon. Sinon, j'ai acheté aussi d'autres choses. Donc, le seul format poche sur lequel je me suis lancée sans autre forme de procès, c'est ce fameux livre-là que j'avais vu passer chez... Je ne sais plus si ça a été publié chez qui. C'est pas chez Verso. Oui, c'est chez Verso. Donc, ça avait été publié chez Verso en version grand format. Et j'étais vraiment intriguée par le résumé. Et là, dans le fond, il est paru chez J'ai lu en version poche. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et la plupart des booktubers que je suis, qui ont des profils pourtant différents de lectrices, ont vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est celui-ci. Et c'est la version poche de Cucu de Camille Emmanuel, publié ici chez J'ai lu, mais en version originale chez Verso. Alors, ce que ça dit, je vous lis ça. Le jour, Marie Couston est prof de français dans un lycée. La nuit, elle écrit sous pseudo de la romance érotique. Mais lorsque son éditrice exige qu'elle abandonne ses romans cucu pour de la dark romance, Marie voit rouge. En clair, on lui demande de rendre sexy des violences conjugales et sexuelles. Sans regret et un peu saoule, elle décide de tuer son personnage principal avant de s'endormir. Au réveil, elle n'en croit pas ses yeux. Un inconnu est assis sur son canapé. L'homme, très beau dans son costume sur mesure hors de prix, lui explique alors le plus sérieusement du monde qu'il est James Cooper, le mâle alpha de sa romance. Donc, c'est un roman qui joue sur les codes, évidemment, de la romance, mais surtout qui est un commentaire social sur la dark romance, sur aussi le milieu de l'édition en ce moment par rapport aux autrices qui vont écrire de la romance. Il y a un grand besoin, une grande soif de dark romance chez les lecteurs, mais particulièrement chez les lectrices. Et il y a beaucoup de pression dans les maisons d'édition, visiblement, parce que presque toutes les maisons d'édition en sortent maintenant. Donc, même des maisons d'édition qui sont habituées à faire de la littérature blanche, comme on dit en France, c'est-à-dire sans genre littéraire spécifique, donc du contemporain, vont avoir soudainement un label qui va leur permettre d'en publier. Donc voilà, c'est quand même drôle parce que ça, c'est paru chez Verso, qui est un label des éditions Seuil. Donc, c'est pour vous dire. Alors, celui-ci, qui me tente bien. Après, j'ai pas pu résister à un nouveau roman des éditions 2. Je suis toujours comme un peu... Il me déroute toujours les publications 2. Je sais pas, c'est rare que je suis complètement à l'aise avec la publication, mais j'aime toujours la prémisse, j'aime toujours... Je me tanne jamais de leur grille graphique. Et là, en plus, c'était un second roman chez eux d'une autrice que j'aime beaucoup, dont j'avais beaucoup aimé le premier roman qui avait été publié chez elle, chez deux. Elle a publié plein d'autres romans avant, mais chez deux. Et je parle ici d'Anne Noyer. Dans ce cas-ci, c'est son nouveau roman qui est publié à cette maison d'édition-là, qui est À fleur de flot. Donc, d'Anne Noyer, illustré par Claude K. Dubois. Donc, que demander de plus?
Et ça va être un roman qui va nous jaser navigation et un peu, je pense, appel de la mer / pression familiale pour prendre le relais. Je vous lis la 4e. Il lui avait suffi de voir les mâts des goélettes danser au-dessus des têtes de tous ceux qui le précédaient, comme s'ils cherchaient à se défaire des amarres qui les retenaient pour que Pierre épouse leur impatience. Une fièvre s'était emparée de lui, impossible à réfréner. Une prise de conscience fulgurante. Lui aussi devait prendre le large, échapper au réel, s'envoler vers l'ailleurs, retrouver l'absent. Partir. Un verbe pour mission. Ça a l'air excellent. À Noyer, j'y vais les yeux fermés parce que à Noyer, mais regardez quand même là, ce travail, les éditions 2, toujours aussi. Alors voilà, j'ai pas pu résister. Et encore dans la littérature québécoise, en fait, tout va être en littérature québécoise sauf QQ. J'ai pris le plus récent roman graphique, album roman graphique jeunesse de La Pastèque. Et je parle ici de La vie rangée de Théodore. C'est de Guillaume Corbeil, illustré par Cécile Gariepi, donc publié chez La Pastèque. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On a les travails sur double page. Mais on a aussi du découpage un peu plus standard, disons. Et voilà ce que dit la 4e de couverture. Théodore est comme le jardinier, son oiseau préféré. Il collectionne toutes sortes d'affaires. Les insectes, les magazines, les cailloux ronds, les figurines d'astronautes ou les pièces de monnaie. Ce qu'il aime, c'est que tout soit bien en ordre. Mais dans la vie, on ne peut pas toujours tout ranger dans des boîtes. Ça a l'air excellent. Ça a l'air trop parfait. En plus, ce que je peux voir, c'est qu'on a une progression sur plusieurs mois avec des repères de temps comme ça. J'ai vraiment hâte de lire ça. Alors voilà, donc, mes achats du jour. Et sans doute des prochaines semaines, là, je ne vais pas n'est-ce pas? Je peux pas faire ça non plus à toutes les fois, mais là, je trouvais que ça valait vraiment la peine. Et tout comme celui-ci, hein, n'oubliez pas. Alors, c'est tout ce que j'allais vous dire pour le moment. Je vais sans doute poursuivre mon blitz de lecture pour terminer ma pièce à lire du Marceau féminin. J'hésite encore pour la fiction historique. Là. Je vous ai dit que j'ai emprunté un roman pour que je pourrais lire justement dans cette optique-là. Mais je ne sais pas trop. Sinon, il y avait toujours le Mary Orchard que j'avais, qui était un roman young adult qui pourrait être intéressant. Mais il faudrait que je le lise vraiment en papier demain, fait que on va voir. J'avais la biographie que je voulais lire. Ah, mais j'ai emprunté un autre. C'est vrai, j'avais emprunté la version audio de Les Ombres Blanches, qui est le 2e tome de Les Villes de papier de Dominique Fortier, qui s'attarde sur... c'est un roman autobiographique, un roman biographique sur la vie d'Emily Brontë, la poétesse Emily Brontë, pas en tout. Je dis avec beaucoup de conviction, la vie de la poétesse américaine Emily Dickinson. Et j'avais adoré Les Villes de papier. Les Ombres Blanches, ça se passe après la mort d'Emily Dickinson. Puis ça fait plusieurs fois que je le commence, puis que je m'interromps, puis je suis pas sûre de le poursuivre. Et dans la pile de livres que je voulais potentiellement donner à la bibliothèque. Mais peut-être qu'avant de le donner, je pourrais aussi l'écouter en livre audio. Donc, aucune idée de ce que ça va donner, mais je vous reviens dès que j'ai décidé. Donc, à tout bientôt pour vous! Et bonjour vous autres. Alors, on est le lundi 30 mars et je vous reprends finalement en fin d'avant-midi. Ah, quand même. Non, mais c'est bien à noter que je ne vous ai pas pris en fin d'après-midi cette fois-ci. Parce que j'ai complètement oublié. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, j'avais congé, donc je me suis dit, pourquoi pas me créer un concept qui va m'occuper de cerveau pendant toute la journée. C'est comme ça. En fait, c'est que là, j'essaie de rattraper, de terminer ma pièce à lire du Marceau féminin après tous les modifications que j'ai faites. J'en ai même fait d'autres, finalement, je pense, depuis que je vous ai reparlé. Je suis pas sûre, mais je pense que oui, je pense que j'en ai fait 2. Et bien, comme je voulais me motiver à lire aujourd'hui, puis que j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de Read With Me qui était au menu, chez les booktubers que je suis, mais je me suis dit, je vais m'en arranger un, puis c'est tout. Et j'ai décidé de m'inspirer de
les espèces de vlogs d'un jour là, que j'ai souvent vu chez, par exemple, Le Souffle des mots ou Rêve ta vie en lecteur. Puis je me suis dit, je vais essayer de faire un mini-vlog en version Reel sur Insta. Donc, il faut que ce soit vraiment un mini-vlog, c'est maximum 3 minutes. En me disant, j'ai les lectures que j'aimerais faire aujourd'hui et qu'est-ce que je vais arriver à lire finalement, est-ce que je vais y arriver? Et ben, je vais vous les présenter aussi. Après ça, ben, pour la suite, vous aurez déjà vu le mini-vlog, donc vous allez avoir plus de détails. Je vais vous réserver les avis complets, parce qu'évidemment, je n'aurai pas le temps de faire des avis sur, sur une si courte durée dans le Reel. Donc, alors, ce que j'ai réussi à faire, c'est comme modification, encore une fois, mais je pense que j'ai modifié les 3. Je me souviens plus ce que je vous ai dit. Pour le roman historique, je me souviens plus ce que j'avais dit. Oui, j'avais dit que je vais peut-être prendre le Kate Chopin, The Awakening. Et finalement, je me suis dit, ben dans le fond, j'en ai un autre que ça fait longtemps que je veux lire, qui est le second tome, mais en fait le préquel de Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Mary Orchard. Et c'est La première rose de Bloomstone. Donc, publié ici chez Casterman. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque à lire. Puis, dans le fond, à chaque fois, c'est parce qu'il n'y a pas de version numérique. Ben oui, il y en a une, mais il n'y a pas de version audio. Puis, à chaque fois, c'est juste qu'il faut que je m'assoie pour le lire. Évidemment, je ne ferai pas. Celui-là, je ne peux pas vous en parler beaucoup parce que on va suivre, en fait, un personnage qui est important dans le premier tome, donc Nathanael Stone, qui, évidemment, habite à Bloomstone Manor dans le premier tome. Et en fait, là, c'est un préquel, donc on va plutôt voir qu'est-ce qui l'a mené, en fait, à ce qu'il a fait de Bloomstone Manor, que je vous divulguerai pas non plus, parce que techniquement, c'est quand même un petit peu un punchline là, du premier tome. Mais donc, on va le voir, qu'est-ce qui l'a forgé, c'est quoi son bagage. Nathanael Stone est une personne qui vit selon en dehors de ce à quoi on s'attend d'un homme dans la société à cette époque-là. Et ben voilà, donc à cause de cette façon d'être-là, en fait, de qui il est, de qui il est, de comment il voit les choses, ben ça va faire en sorte que sa vie va nécessairement suivre un cours différent. Et voilà, donc là, c'est le préquel. Celui-là, j'ai déjà commencé. Regardez quand même, j'ai essayé de faire un petit... hein? Non, mais ici, là, je travaille fort. Bon, le marque-page, c'est pas mon préféré. C'était un marque-page que j'avais acheté dans une promo, pas une promo, mais voyons, une levée de fonds, il me semble, pour la fibrose cystique. Fait que je trouvais ça cool. C'était un marque-page recto-verso. Je vais faire ça comme il faut, là. Comme une vraie. C'était un marque-page recto-verso avec des livres, en fait, ici, des classiques de littérature et un petit hibou de lecture, mais surtout un petit pompon, ici comme ça. Donc, je m'étais dit que le petit pompon rose, ça pouvait être chouette. Là, je suis rendue juste à la page 24 sur 357, ce qui déjà est problématique a priori. Ben non, parce qu'en fait, pour moi, 357 pages, c'est environ 3 heures de lecture si je le lis en continu. Donc ça peut toujours aller. Moi, je vous rappelle qu'en ce moment, il est 11h30 et que j'ai également changé ma lecture de biographie. Là, je vous avais dit que j'avais mis potentiellement celle-ci qui était un pli, donc tout ce que je vous dois de Virginia Woolf. Donc, ce sont des lettres, en fait, des extraits de lettres que Virginia Woolf a écrit à différentes personnes dans sa vie, puis ça rend compte, en fait, de comment elle était, son état d'esprit et tout. Donc, je m'étais dit ça parce que c'est court, n'est-ce pas? Mais là, je me suis dit, mais non, mais je pourrais aussi lire un roman biographique qui attend dans ma bibliothèque à lire depuis longtemps. Mais en fait, je vous en ai parlé, c'est celui que j'avais pas avec moi, qui était donc Les Ombres Blanches, qui est la suite de Les Villes de papier de Dominique Fortier et qui s'attarde sur la vie d'Emily Dickinson, pardon. Et dans celui-ci, en fait, on s'attarde plutôt sur après sa mort. Donc, ceux qui sont restés derrière elle, on a beaucoup le deuil, mais on a aussi ce qui a été comme une décision qui a été prise par sa sœur de finalement publier les poèmes qu'elle a retrouvés que Emily Dickinson, si vous ne saviez pas, écrivait en fait systématiquement sur des bouts de papier qu'elle trouvait. C'était pas quelque chose qu'elle considérait, en tout cas, on pense qu'elle ne considérait pas nécessairement les publier. Mais si elle avait dit à sa sœur qu'elle voulait absolument qu'elle brûle ses lettres et ses journaux intimes, ce que Lavinia a fait, ben, elle n'avait pas donné vraiment de consignes par rapport à ses poèmes, parce qu'en fait, les gens ne savaient pas nécessairement qu'elle écrivait tant que ça. Voilà, donc on va suivre plutôt ça. On s'entend que c'est un roman biographique.
donc, c'est romancé. Dominique Fortier a fait des recherches, mais c'est comme inspiré, puis elle s'est dit comment ça aurait pu se passer. Évidemment qu'il y a des choses qu'on sait qui sont là, c'est-à-dire que ça a été la décision de Lavinia de faire publier, en fait, les écrits. Puis, dans le fond, on va suivre particulièrement Lavinia ainsi que son frère, Austin, et Mabel, qui était l'amante du frère d'Emily Dickinson. Donc, je vous ai dit ça sans montrer, mais bon. C'est Les Ombres Blanches de Dominique Fortier, comme je vous disais. Je l'ai en livre, je suis rendue à la page, je suis rendue plus loin un petit peu, mais pas tant que ça. Je l'ai en livre papier, mais je l'écoute en livre audio. Puis, je sais pas si... Bah, je dois pas être rendu bien... Je vais pas être rendu bien loin. Oui, c'est ça ici. Page 69. Sur 239. Donc, encore là, techniquement, les 2 livres que j'ai là, ça pourrait faire 5 heures, donc ça se lit complètement. C'est juste que maintenant, mon petit cerveau de 2026, comme on a toute la concentration, c'est pas sa force. Encore plus en format papier. Et encore plus que j'admets que ce roman biographique-là, ça aurait été préférable que je le lise quand j'ai le temps, parce que c'est un roman contemplatif. La plume de Dominique Fortier, particulièrement dans Les Villes de papier, c'était une plume contemplative et on sent déjà que c'est une ambiance comme ça. En même temps, je me dis que si je ne le lis pas maintenant, je m'apprêtais à le donner, comme je vous disais, à la bibliothèque parce que je me disais, finalement, je l'ai depuis longtemps puis je ne le lirai pas. Donc, pourquoi pas? Alors là, ça, c'est entamé. C'est rare que j'ai 2 livres en même temps, mais bon, là, c'est un roman biographique puis une fiction, donc ces 2-là en même temps. Pas celui-ci, là, mais n'est-ce pas? Bien plutôt ça, ces 2-là. Et finalement, parce que je me suis dit, pourquoi pas compliquer les choses, j'avais déterminé que j'allais lire un des essais que je vous ai montré, Laure Murat, je pense, le Halt de la Martinière sur le féminisme et ou le documentaire d'India Desjardins. Je dois vous dire que je l'ai entamé, le documentaire d'India Desjardins, et je pense que c'est pas pour moi. Ça me semble être une version pour ados de Mr. Big, je pense qu'elle avait fait en essai pour les adultes, qui abordait en fait la représentation des femmes dans la littérature. Je pense que Mr. Big, c'est dans les films, mais dans ce cas-ci, c'est dans la littérature, mais elle le met aussi dans les films, dans la fiction, bref. Et je pense que c'est une version un peu remodelée pour que ça puisse s'adresser à un public ado. C'est intéressant, mais j'avais eu comme mes petites réserves quand j'avais lu ça. Autant c'est une réflexion super intéressante, autant j'étais pas dans le mood de me faire déconstruire des choses que j'apprécie depuis tout le temps et dont je suis consciente des failles et des biais. Donc, c'est pas quelque chose dont je suis pas consciente. J'étais pas dans ce mood-là, fait que je me suis dit, bof, c'est quand même une bonne brique, je vais peut-être pas le lire maintenant. Je me disais même que je vais peut-être pas le garder. Si jamais je veux le lire, je vais l'emprunter à la bibli. Donc voilà, mais c'est pas que c'est pas bon, c'est juste qu'on dirait que j'étais pas dans ce mood-là. Puis j'ai l'impression qu'il va avoir plus d'impact si je l'apporte à la bibliothèque de mon village pour qu'il l'intègre à la collection que si moi je le conserve à la maison. Mais ça veut pas dire que c'est un non. Donc, ce que j'ai décidé, je vais un petit peu tweaker là, la consigne de Florence, mais de Fluent Books, comme si je connaissais Florence depuis toujours. Désolée, Florence. Donc, c'était un livre sur un sujet marquant ou un sujet engagé. Puis, évidemment, ce qu'il donnait comme exemple, c'est des sujets qui étaient relatifs aux femmes. Mais dans celui-là, je me suis dit pourquoi pas, parce que ça met quand même de l'avant une petite fille et sa grand-mère. Et ça concerne la mort annoncée, chronique d'une mort annoncée, et comment on peut essayer de se profiter. Quand on sait que ça va arriver, il y a deux avenues. C'est soit que notre corps notre morale fait en sorte qu'on est complètement effondré, ou on saisit l'opportunité de faire tout ce qu'on veut faire avant la fin. Et bien, dans le fond, c'est ce qui va se passer dans celui-là. C'est-à-dire que la petite fille va partir en road trip avec sa grand-mère pour essayer de régler des petites choses. Donc, et c'est avec une autrice québécoise que j'adore, que j'avais découvert avec Trash Anxieuse. Et c'est Sarah Lalonde, donc avec Morte Rose, un livre que j'avais aussi depuis un certain temps. Donc, celui-là, je vais lire. Bon, celui-là, c'est assez court. Celui-là, je peux lire vraiment. C'est une centaine de pages. Donc, au total, j'ai à peu près 8 heures de cette lecture. C'est faisable, mais c'est peut-être pas réaliste. Donc, voilà. Ben, vous allez avoir su déjà si j'ai réussi ou pas. Mais ici, je vais vous mettre de toute façon les recensions. Techniquement, j'ai jusqu'à demain. Là, fait que si je vois que je bloque sur les ombres blanches, je peux toujours continuer demain jusqu'au 31 mars. Je devrais l'avoir. Mais j'aimerais quand même ça voir qu'est-ce que je vais être capable d'avancer dans ma journée. Donc, c'est mon concept en parallèle. Fait que ça se peut que je ne vous reprenne pas vraiment souvent, parce que je vais être focusée sur faire une vidéo en version verticale. Et j'ai ça en mode portrait, là. Je suis pas douée. Je vous partage
non-douance de ma part. Je suis tellement rendue habituée au portrait, au format paysage, que le format portrait, en plus, c'est pas... Disons que je me réconcilie avec ce que je vous propose de moi comme vision, qui n'est pas parfaite, mais c'est comme ça que je suis. On dirait que je me suis réconciliée avec la version paysage de moi-même que je vous montre, mais je ne suis pas du tout réconciliée avec la version portrait. Donc, voilà. C'était ma petite confession de créatrice de contenu. Alors, sur ce, je retourne dans ma journée parce que, techniquement, il faudrait bien que je lise. Et puis, ben, je vous reprends quand je peux. Hey, rebonjour. Alors, me revoici. Ouf, en format paysage. Je me sens vraiment plus confortable dans ce format-là. J'ai terminé Les Ombres Blanches de Dominique Fortier, qui donc est, comme je vous avais dit, la suite de Les Villes de papier. Et mon Dieu, quelle bonne idée j'ai eue de m'obstiner. C'est sûr que si je m'étais juste fiée à, disons, les premières 30-40 pages, c'était un rythme lent qui est tout à fait typique de Dominique Fortier, mais c'est juste qu'à chaque fois que j'attends avant de lire un de ses livres, j'oublie toujours à quel point c'est ce qui fait aussi que sa plume est vraiment envoûtante. Mais c'est vraiment un coup de cœur, en fait. Donc, je vous ai dit que je l'avais mis de côté parce que je voulais le redonner à la bibliothèque. Ben, c'est bien dommage pour la bibliothèque, mais il va rester chez moi. J'étais pas sûre d'avoir besoin, disons, d'une suite à Les Villes de papier. Puis dans ce cas-ci, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, l'autrice le mentionne quand même dans une note à la fin. Évidemment que c'est quelque chose qu'elle a imaginé. Là, comme elle dit dans sa note à la fin, elle s'est basée sur les grandes lignes officielles de l'histoire de la création du recueil de poèmes officiel de Emily Dickinson posthume, qui aurait été édité par potentiellement... je ne sais pas si c'est par son frère, puis par la fameuse Mabel, qui est son amante. Est-ce que ça, c'est une fiction? Je ne sais pas, mais je sais que ça a passé quand même par le frère d'Emily Dickinson et par un éditeur qui était un grand ami d'Emily Dickinson à qui elle écrivait en continu. Donc, elle s'est basée là-dessus, Dominique Fortier, mais après ça, elle est allée vraiment avec comment je pourrais... comment je pourrais, disons, en apprendre plus sur l'intériorité de chacune des personnes impliquées dans ce processus-là. Et ben, c'est intéressant, c'est divers points de vue entre lesquels sont insérés des moments où l'autrice nous parle directement. Donc, on a comme un peu à la fois son récit entrecoupé de moments méta où elle nous parle de peut-être moments où comment elle a vécu ça à ce moment-là, ou qu'est-ce qu'elle a fait comme recherche, ou juste on est dans un moment où, disons, ça parle, ou ça évoque la forêt, puis elle nous parle un peu d'un état sans doute qui a fait en sorte que ça a déclenché cette espèce de besoin-là de mettre la forêt là-dedans, des choses comme ça. Donc, c'est un peu des petits clins d'œil sur son... Pas des petits clins d'œil, mais des petites ouvertures un peu secrètes sur son métier d'écrivain. Mais ça demeure un récit, une fiction, disons, biographique. J'ai vraiment aimé ça. Elle écrit tellement bien, Dominique Fortier. Son écriture est... À part le mot « juste », je vois pas ce que je peux dire de plus adéquat, mais c'est tissé finement, c'est délicat, c'est juste... en même temps, il y a quelque chose de... Une espèce d'impétuosité sourde, parce que c'est pas nécessairement super flamboyant, mais c'est quand même... Il y a quelque chose d'impétueux dans l'écriture de Dominique Fortier, puis ça se transmet beaucoup dans ce livre-là. Le premier temps, je me souviens plus, mais c'est sûr qu'Emily Dickinson, il y a aussi quelque chose comme ça en elle. Mais dans celui-là, on va suivre quand même les destins de femmes, des différentes femmes qui ont évolué autour d'Emily Dickinson, sa sœur, sa belle-sœur et la maîtresse de son frère. Et la fille de la maîtresse de son frère qui s'appelle Millicent. Et je ne sais pas si cette petite fille-là a vraiment existé, mais c'est le personnage que j'ai préféré. Millicent, qui là-dedans est un peu qui est la fille de 9 ans de Mabel et David. Donc Mabel qui est l'amante de Austin Dickinson et qui va être, en tout cas dans cette proposition-là, la personne qui va en gros faire le gros travail de déchiffrer les manuscrits d'Emily Dickinson, les reformater un peu, même si elle n'aime pas tant ça, l'idée des reformater, mais il va falloir qu'elle les reformate parce que l'éditeur ne veut rien savoir, des laisser telles quelles. Et cette Millicent-là, c'est une jeune fille qui a un grand lien avec son père, qui est astronome ou astrophysicien, je ne me souviens plus, mais qui n'a pas une grande
semble être en soif d'amour de sa mère. Pas que sa mère la déteste, mais c'est comme si sa mère est un peu indifférente par rapport à Millicent. Et puis, elle va finir par se développer une certaine amitié, un lien fort avec Emily Dickinson sans l'avoir jamais rencontrée, juste par le biais de ses écrits. Puis ce qui est proposé là-dedans, c'est qu'elle va shipper un peu des poèmes d'Emily Dickinson qui sont en train d'être déchiffrés par sa mère pour se familiariser à ça et va se mettre à un peu imiter l'écriture, la calligraphie d'Emily Dickinson jusqu'à même produire un poème de sa propre plume qui, je vous dirai pas la suite des choses, mais il est question de ça, donc il est question beaucoup de deuil, il est question beaucoup de qu'est-ce qui se passe après le deuil, qu'est-ce qui se passe après la mort, comment chaque personne peut vivre le deuil différemment, l'espèce de vide. Il y a des deuils à différents niveaux, il y a même le deuil de Suzanne qui semble avoir perdu un enfant également. Emily Dickinson, qui était sa belle-sœur, était aussi sa meilleure amie, donc elle a perdu Emily, elle a perdu un de ses enfants. Et bien, elle finit par réaliser que son mari aussi la trompe, donc elle a perdu pas mal de choses. Donc, cette espèce de tous ces deuils-là, le deuil d'un enfant, le deuil d'un mariage, le deuil d'une amie, toutes les femmes qu'on va suivre ont un deuil à vivre. Le deuil d'une vie qu'on pensait qu'on allait vivre, le deuil d'une vie qu'on se demande si on devrait souhaiter vivre, le deuil d'une créatrice qu'on pensait être. C'est inspirant, tout ça en parallèle avec Millicent, qui, elle, est une enfant et qui n'est pas dans le deuil du tout, qui est au contraire dans l'émergence des choses, dans le être attentif à tout, voir entre les lignes puis les brins d'herbe. Donc, c'est extrêmement bien écrit, absolument parfait. Et il va rejoindre ma bibliothèque de la maison et ne pas la quitter, la bibliothèque. Alors, écoutez, c'est quand même, il est quand même 4 heures, donc finalement, j'ai écouté à moitié en livre audio, puis j'ai lu plus que la moitié, en fait, en papier, parce que je vais plus vite que la lectrice audio, puis de toute façon, j'étais rendue à mettre la lectrice audio un petit peu en accéléré. C'était pas une mauvaise lecture, par contre, c'est une bonne lecture, une bonne narratrice. Simplement, je pense qu'elle a eu la consigne de faire une lecture très lente, parce que la plume de Dominique Fortier est une plume qui prend son temps, comme je vous disais. Mais il y a très lente et trop lente en livre audio. Et j'étais comme obligée de l'accélérer juste pour retrouver un rythme normal, je sais pas, un souffle normal pour la phrase. Et j'arrivais pas à avoir exactement la bonne accélération. Donc, le lecteur dans lequel j'écoutais me permettait seulement d'aller à, je pense, 1.25. Mais il aurait fallu que je puisse écouter comme à 1.15 peut-être. Mais c'est juste pour rattraper le fait que ça tombait à plat parce que c'était trop lent. Mais dès que je l'accélérais, on retrouvait vraiment le souffle normal. Donc, c'est particulier. Puis ça me choque parce que c'est pas, a priori, c'est pas la faute de la personne qui a fait la narration. C'est sans doute des consignes qu'on lui a données. Comme je vous dis, c'est sûr qu'avec les livres audio, maintenant, les gens les écoutent souvent en accéléré. Puis ça teinte quand même beaucoup les consignes qui sont données à ceux qui font les livres audio, d'après ce que je peux comprendre, dans le sens où on va déjà, en partant, dire à quelqu'un de ralentir son débit. Bon, mettons, moi, j'ai un débit super rapide, fait qu'on me l'aurait dit de toute façon, mais je veux dire, même quelqu'un qui aurait un débit relativement normal, on va lui dire, ben, oublie pas de prendre ton temps, parce qu'on prend pour acquis qu'il y a des gens qui vont l'écouter à vitesse normale, mais la plupart vont l'écouter en accéléré. Donc, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si c'est avéré, mais c'est ce que j'ai compris entre les branches. Mais bon, peu importe. Bref. Alors, lisez-le en livre papier. Par contre, la narratrice est vraiment intéressante. Donc, si la lenteur ne vous dérange pas, elle est vraiment bonne. Puis, c'est pas toujours le cas dans les livres audio, malheureusement, qui sont produits. Dans le fond, particulièrement en Amérique du Nord, en français, on dirait que, je sais pas si c'est parce qu'il y a trop de neutralité, comme j'avais dit, qui est demandé au narrateur. C'est pourtant la plupart du temps des comédiens excellents. Mais je sais pas si c'est les consignes qu'on leur donne, mais ça fait que ça tombe un peu à plat. Dans celui-ci, ben, comme c'est déjà un livre qui est lent, ben, c'est sûr que c'est pas super évident de se dire qu'on va trouver une façon de donner vie à ça. Mais bon, cette fois-ci, oui. Donc, je vous remettrai la narratrice de la personne qui a fait ce livre audio-là, même si je ne l'ai pas terminé. Alors, ce que j'ai fait, ma stratégie, c'est que je pense quand même que je serais capable, parce que c'est quand même vraiment, c'est un roman pour ados, donc, bon, enfin, oui, c'est un roman pour ados. C'est une collection Young Adult. La première rose de Bloomstone Manor. C'est super aéré. C'est vraiment pas comme danse, là, comparé à l'écriture que je me suis tapée pour chez Alto. C'est la grille graphique qui est vraiment belle, mais à l'intérieur, il faut se lever de bonne heure si on n'aime pas la densité. C'est quand même un caractère qui est super petit. Je sais pas, Caroline, j'ai de la misère avec moi. Voilà.
Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense quand même que je peux y arriver. Par contre, c'est un gros livre. Il fait 350 pages. Puis, j'ai aucune possibilité d'avoir la version numérique. Fait que là, je pensais peut-être aller jusqu'au bureau de poste. Puis, je me disais, ben, je vais peut-être pouvoir, ou puis je vais l'écouter en lecture d'accompagnement pour continuer. Mais je suis pas sûre. À moins que ce soir, je dise à mon chum, ben, je lis, j'écoute pas la télé. C'est tout ça que je vais faire. Donc, ça, je pense, j'y crois encore. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même emprunté Morte Rose de... Ah, je vais vous montrer aussi. Mais je n'avais pas montré le signet que j'avais pris pour Emily Dickinson. C'était celui-ci que je trouvais super beau, que j'avais commandé. Je me souviens plus, c'est une créatrice française. Je trouvais que c'était tellement adéquat. Pour celui-là, je me suis rabattue sur les bons vieux Out of Print. Et on est allé avec un dessin d'Edouard Gorée avec un chat qui ressemble vraiment à Malaika. Donc, voilà. Alors, trêve de choses un peu inutiles, mais bon, quand même, qui sont plaisantes. J'ai pris la version numérique de ce livre-là. Et celle-là, je pourrais l'écouter en lecture d'accompagnement si jamais je marchais un peu. Bon, c'est sûr que c'est pas très loin, mais ça me permettrait d'avancer. C'est juste que je suis vraiment pas une fille qui fait des livres en parallèle. Fait que c'est soit que je commence cela Je pense que je vais faire ça. Soit que je commence cela en lecture d'accompagnement, je vais au bureau de poste, je reviens. Je le termine, parce que c'est vraiment pas long, là, ça fait 100 pages. Puis c'est 100 pages, il y a des parties qui sont... Il y a des parties qui sont quand même assez aérées. Donc, je préfère ça. Je commence celui-là, je le termine. Puis après, ben, je passe ma soirée à essayer de terminer celui-là. Puis c'est sûr que ça se peut que je ne vous reprenne pas face cam avant demain, de toute façon, parce que je vais garder peut-être mes interventions, même avec un éclairage douteux, des interventions portraits pour l'espèce de petit vlog. Je ne sais même pas si je vais le mettre en ligne. Je trouve ça tellement affreux, les interventions en format portrait, que ben, c'est juste, je pense pas, je sais pas comment je pense me cadrer comme il faut. Puis, ben, mon corps en tant que tel, je pense qu'il gère mieux le paysage que le portrait, parce que qu'est-ce que vous voulez? J'ai 46 ans, puis mon corps est dodu. Donc, avec un corps dodu, des fois, c'est pas toujours facile. Mais bon, je vais garder ça pour... je vais garder ces interventions-là pour justement ce fameux vlog-là. Mais bon, je vous tiens au courant. Peut-être que le vlog va... La partie de la semaine que le vlog de cette semaine va couvrir, peut-être qu'il va être un peu plus courte la partie, parce que notamment, on va enchaîner de lecture, que le temps que je vous en parle, je vais finir par avoir un vlog complet. Donc, on verra bien, mais je vous tiens au courant, comme d'habitude. Hey, bonjour vous autres. Ben finalement, savez-vous quoi? J'avais bien de la jasette, fait que je pense que vous allez avoir un vlog en 2 parties cette semaine. Alors, voilà. Vous saurez la suite de mes recensions lecture dimanche prochain. Cette partie-ci, vous devriez l'avoir mercredi cette semaine si j'arrive à tout monter à temps. Fait que, désolée pour cette interruption soudaine, mais comme il y a eu ben des visites puis des beaux calls, ben c'est ça qui se passe. Donc voilà, au moins vous aurez eu 2 recensions lecture. Et puis ben je vous reviens de toute façon dans la deuxième partie. Alors ben à dimanche!